Donc là, je vous avais parlé donc d'un essai où il y a, enfin, d'une utilisation de l'AAV où il y a déjà eu un essai clinique, ou même deux ou trois essais cliniques. Là maintenant, je vais vous parler d'une utilisation où l'essai clinique se prépare. Probablement là aussi, ça va mettre encore un peu de temps parce que ça n'est plus juste la rétine, c'est tout le cerveau, donc ça devient probablement, mais pour une maladie aussi tout à fait tragique. Et en fait, c'est de nouveau le groupe de Patrick Aubourg et de Nathalie Cartier, ceux qui avaient fait ce très beau travail sur l'adrénoleucodystrophie avec un lentivirus. Et bien là, ils travaillent sur une autre maladie démyélinisante, qui est une maladie lysosomale, qui est la leucodystrophie métachromatique, qui, dans sa forme sévère, vous commencez à voir une démyélinisation très précoce, je crois à l'âge de 2 ou 3 ans, et évidemment, vous pouvez comprendre que si la myéline du cerveau est affectée, le résultat est assez catastrophique. Alors, comme vous vous rappelez, je vous avais dit, les maladies lysosomales, en principe, c'est des maladies qui peuvent être sensibles à la thérapie substitutive par enzyme, l'enzymothérapie substitutive, comme je vous l'avais dit pour la maladie de Gaucher ou pour la maladie de Fabry, etc. Sauf que ce que je vous avais dit aussi, c'est que l'enzymothérapie substitutive, ça marche quand il faut corriger des cellules qui ne sont pas des cellules dans le cerveau, qui ne sont pas des neurones ou qui ne sont pas des cellules gliales, parce que ces enzymes qu'on apporte dans la circulation ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Donc ça va si on doit corriger des cellules cardiaques, ça va si on doit corriger des macrophages, mais ça ne va pas si on doit corriger des cellules dans le cerveau. Donc là, il y a donc cette leucodystrophie métachromatique, l'enzyme qui est déficitaire, c'est une sulfatase, une arylsulfatase, et évidemment, quand elle est déficiente, vous avez une accumulation de sulfatides dans les neurones et les cellules gliales, et c'est ce qui entraîne cette démyélinisation, et après la démyélinisation, vous avez aussi les neurones qui vont eux-mêmes dégénérer. Donc, comme il y a un modèle de souris qui a pu être construit, si vous voulez, là, par les techniques de recombinaison génétique sur le génome de la souris, sur les cellules souches embryonnaires de la souris. Donc, il y a déjà pas mal d'années, M. Volkmar Gieselmann, en Allemagne, avait créé une souris qui est également déficitaire pour cette enzyme et qui, effectivement, montre des anomalies neuropathologiques et des anomalies cliniques qui ressemblent beaucoup à la maladie humaine. Donc, ils se sont dit, est-ce que on pourrait utiliser un vecteur AAV par injection directement dans le cerveau? Alors, vous savez qu'on a ce qu'on appelle les techniques stéréotaxiques qui permettent d'injecter à un endroit donné, c'est pas d'injecter n'importe où. Et ils se sont dit, voilà, on va voir, est-ce que si on injecte un virus de type AAV, et notamment un sérotype qui marche bien, donc ici c'est le sérotype 5, qui marche pas mal pour le cerveau tel que ça avait été montré pour la souris, ben on regardera déjà, est-ce que ça permet d'exprimer la protéine? Est-ce que ça permet de l'exprimer suffisamment longtemps? Et aussi, est-ce qu'elle s'exprime dans une toute petite région du cerveau ou est-ce qu'elle s'exprime de manière plus diffuse? Et voilà les résultats, si vous voulez. Ça, c'est l'activité enzymatique. Vous voyez, voilà.
l'activité enzymatique qui est évidemment nulle chez la souris mutée, non traitée. 6 mois après traitement, vous voyez le niveau atteint d'activité enzymatique sur le cerveau. Et 18 mois après, vous voyez que ça a même encore augmenté. Alors, on peut se demander pourquoi ça a augmenté. En fait, ce que vous allez s'apercevoir, c'est que ça a augmenté parce que l'activité enzymatique a commencé à se diffuser à l'ensemble du cerveau. Et ça, c'est illustré ici, où ils ont coupé le cerveau de la souris en tranches et ont mesuré l'activité enzymatique dans les tranches. Ça, c'est les points d'injection. Ils ont injecté ici et là. D'accord ? Et ce que vous voyez, c'est qu'à 6 mois, il y a surtout de l'activité dans cette coupe et dans cette coupe, c'est-à-dire près de là où on a injecté, mais qu'à 18 mois, vous commencez à avoir de l'activité enzymatique qui est éloignée de l'endroit d'injection. Et là, je suppose qu'en fait, c'est pas tellement le virus qui a diffusé que la protéine, puisque ces protéines sont capables d'être prises par endocytose d'une cellule à l'autre. Et je pense que c'est la protéine qui a pu diffuser, ce qui est effectivement une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on peut corriger sans faire des injections à 1000 endroits dans le cerveau. Mais, donc, très intéressant, ils avaient aussi non seulement l'activité enzymatique, mais là, ils regardent l'accumulation de ces sulfatides dans le cerveau. Dans une souris normale, ça ne s'accumule pas. Dans une souris mutée, vous voyez, ça augmente au cours du temps, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas d'enzyme, ces sulfatides augmentent tout le temps. Et vous voyez que dans la souris traitée, eh bien, il n'y a pas d'augmentation et ça reste un petit peu supérieur, mais pas tant que ça, à la souris normale. Et puis, là, il y a des tests cliniques, je dirais. Le test Rotarod, qui est un test de coordination motrice, où il y a une roue qui tourne, et puis la souris doit essayer de rester sur la roue qui tourne, et si elle n'a pas de coordination motrice, elle va tomber. Donc on mesure le temps qu'elle met à tomber, et on voit que, ou le temps où elle reste, pardon. Et on voit que la souris normale, vous voyez, au cours du temps, qu'elle soit jeune ou vieille, elle reste assez longtemps sur cette roue. La souris mutée, au bout d'un certain temps, elle est plus capable de rester sur la roue parce qu'elle n'a plus cette coordination. La souris traitée, là, de nouveau, elle est presque comme la souris normale. Et là aussi, ça c'est de l'électrophysiologie au niveau de la cochlée qui montre que chez la souris mutée non traitée, il n'y a plus d'activité, et chez la souris traitée, il y a une activité qui est presque électrophysiologique, qui est presque celle de la souris normale. Voilà. Mais de nouveau, la souris, c'est tout petit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle pour cette maladie dans un grand animal. Donc, ce qu'ils ont quand même fait pour pouvoir prouver, d'une part, que l'efficacité, en tout cas en termes d'expression, était bonne, y compris chez des animaux plus gros que chez la souris, et aussi pour voir qu'il n'y avait pas d'effets secondaires délétères. Donc, ils ont fait une expérience qui vient d'être publiée il y a moins d'1 an, sur des primates, donc des singes, des macaques,
et sur, je crois, 6 macaques, où ils ont injecté ces 6 macaques dans 3 sites d'injection, donc soit dans la substance blanche ou dans la substance grise noyau codé, enfin chez donc 6 macaques. Et ils ont suivi ça, donc disant que ça a été tout à fait toléré, et que finalement, dans ce macaque-là, ils ont pu retrouver du vecteur correspondant à environ 40% de l'hémisphère qui a été injecté, et l'enzyme aussi se retrouve dans toute une série de régions du cerveau, et il y a eu une augmentation de l'activité de cette enzyme, et qui correspond à peu près à le fait que 50 à 60% de l'hémisphère injecté exprime cette protéine telle qu'elle est produite par ce vecteur. Donc, comme il conclut, ceci suggère qu'il y aurait des bénéfices potentiels pour faire de la thérapie génique dans des patients pour la MLD. C'est vraiment une maladie absolument catastrophique, où là, effectivement, en tout cas dans la forme sévère, il faudra pouvoir traiter des enfants, parce que c'est évident qu'on ne va pas récupérer, je suppose, de la myéline détruite. Et là, je crois qu'ils sont en négociation, je dirais, avec la FSAPS, etc., pour pouvoir faire cet essai clinique. Et là, simplement, c'est juste pour vous illustrer, là, pour une maladie qui est aussi souvent tragique, puisque c'est une maladie qui commence très tôt, qui est une maladie, l'amyotrophie spinale, qui est une maladie qui fait que les muscles ne fonctionnent plus, mais les muscles ne fonctionnent plus parce qu'en fait, les motoneurones dégénèrent. Donc, si vous voulez, c'est une maladie du motoneurone, mais où le résultat est effectivement que vous avez un déficit musculaire majeur. Alors, il y a toute une série de formes de sévérité diverses, depuis la forme 1 qui est la plus sévère, et vous avez des enfants qui, à la naissance, sont déjà des enfants mous et très, très sévèrement atteints. Il y a des formes qui sont de la petite enfance, des formes de l'adolescence, etc. Et c'est dû au déficit pas totalement complet, parce que si c'est un déficit complet, il n'y a pas de survie, même à l'état embryonnaire, d'un gène qui s'appelle le gène SMN, pour Survival of Motoneurone. C'est un gène qui est nécessaire, si vous voulez, qui doit fonctionner pour permettre aux motoneurones, ceux qui contrôlent la contraction musculaire, de survivre. Là, je vous montrais juste deux titres de papier où, en utilisant un AAV qui a un bon tropisme pour le cerveau. Par exemple, ici, dans il dit qu'en injectant un jour après la naissance dans la veine faciale, donc il ne s'agit pas d'une injection dans le cerveau, mais dans la veine faciale, une souris un jour après la naissance, ils augmentent beaucoup sa survie. Ce papier, c'est ici. Vous voyez, dans ce modèle souris, toutes les souris sont mortes, je crois, au bout de 15 jours. Et là, vous avez quand même des souris qui survivent jusqu'à 100, 150. Donc ça, c'est un article. Donc c'est l'AAV exprimant le gène SMN. Et là, vous avez un autre article récent dans Journal of Clinical Investigation de avril 2010, où ils ont fait 2 versions d'un vecteur thérapeutique. Dans une version, effectivement,
on prolonge la vie de la souris, mais au lieu de 15 jours, on la prolonge jusqu'à environ 60. Mais une autre version, ils arrivent à prolonger la vie jusqu'à une moyenne de 150 jours. Alors ça, c'est toujours le problème. On peut se dire, quand on voit ce genre de courbe, il y a la manière optimiste et la manière pessimiste. La manière optimiste, c'est de dire, entre 15 jours et 150 jours, on a multiplié la vie des souris par 10. D'accord ? Donc là, on se dit, si la myotrophie spinale, par exemple, chez les enfants, la forme sévère, ils meurent souvent vers l'âge de 3-4 ans. Si on multiplie par 10 leur survie, ça fait 30 ou 40 ans, et en plus, ça permet d'attendre que peut-être dans 30 ou 40 ans, on aura quelque chose de mieux. Ça, c'est l'interprétation optimiste. L'interprétation pessimiste, c'est de dire, on a augmenté la survie de 130 jours. Et si on augmente aussi la survie de 130 jours chez l'homme, on n'a pas gagné grand-chose. Donc ça, c'est un peu comme on interprète. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de, vous voyez, ce papier, tous les auteurs viennent de cette boîte Genzyme. Donc, ce n'est pas de l'académique. C'est une boîte, c'est celle dont je vous avais raconté l'histoire, qui a développé les thérapeutiques pour la maladie de Gaucher, puis pour la maladie de Fabry, et qui vient d'être achetée pour 15 milliards d'euros par Sanofi Aventis. Comment ? Oui. Donc ça prouve que c'est encore la souris, mais visiblement, ça les intéresse pour faire ça. Et puis, donc là, on était dans des thérapies géniques visant à remplacer le gène déficitaire, ou enfin apporter, disons, le gène qui permet d'exprimer la protéine. Là, je vais vous donner un exemple qui est aussi en essai clinique et où, là aussi, une grande compagnie pharmaceutique s'y est très récemment intéressée, donc ce qui est toujours une indication qu'ils doivent se dire que ça va peut-être marcher. Et donc, il y aura un marché. C'est non plus d'apporter je dirais, les séquences permettant l'expression de la protéine qui est déficitaire, mais c'est de corriger l'expression du gène pour faire qu'un gène non fonctionnel devienne un gène partiellement fonctionnel. Et donc, c'est l'exemple de la myopathie de Duchenne. Alors, pourquoi cet exemple ? C'est d'abord parce que ce gène est un peu particulier, que les mutations dans ce gène sont un peu particulières. D'abord, c'est un gène énorme, c'est un des plus, je crois que c'est le plus grand gène dans le génome humain. Il fait 2,4 millions de paires de bases, donc c'est 1 millième du génome humain. Il a beaucoup d'exons. Vous savez, les exons, c'est ces séquences qui vont coder pour la protéine. 79 exons. Et comme, alors ça, ce n'est pas une particularité du gène de la myopathie de Duchenne, mais de tous les exons, ces exons, vous savez que le code génétique, c'est évidemment par un code triplet, donc chaque acide aminé est codé par un groupe de 3 nucléotides, mais les exons, eux, ils s'en fichent de est-ce que la fin de l'exon tombe au milieu d'un codon, à la fin d'un codon. Par contre, ce qui est important, c'est que pour que la phase de lecture de la protéine soit conservée, c'est que si la fin d'un exon, c'est à la fin d'un codon, il faut que l'exon suivant soit au début du codon suivant. Et si par hasard, je crois que quand ils mettent ça, la fin de l'exon est à plus 2, il faut qu'à l'exon suivant, il commence avec le 3e nucléotide du codon, etc., pour que la phase de lecture soit conservée.
Et d'autre part, une autre caractéristique de maintenant la protéine. La protéine, elle est très longue. Elle joue un peu un rôle de spring, comment on appelle spring? Ressort, voilà, qui lie les filaments d'actine à la membrane de la cellule musculaire. Et donc, c'est important parce que vous voyez, cette membrane de la cellule musculaire, elle se contracte, et donc il y a des tensions, et donc c'est important qu'il y ait ce ressort. Et quand ce ressort est absent, ce lien ne se fait plus, et la membrane a tendance à s'abîmer progressivement et à entraîner une dégénérescence du muscle. Mais ce qui est important du point de vue fonctionnel, c'est d'une part la région N-terminale qui se lie à l'actine, actin binding domain, et la région C-terminale qui se lie à la membrane à un complexe qu'on appelle le complexe dystroglycane. Et le reste, vous avez une séquence où il y a des répétitions d'un motif qu'on appelle spectrine, parce qu'il y a une autre protéine du globule rouge, la spectrine, qui a aussi ce type de répétition. Donc c'est les répétitions spectrine-like. Et les mutations qui sont responsables de la myopathie de Duchenne, dans 60% des cas, c'est des délétions de un ou plusieurs exons. Quelquefois, il y a des duplications dans 10% des cas. Et puis, le reste, ça peut être des mutations de type non-sens ou des mutations d'épissage à l'intérieur d'un exon. Et dans la myopathie de Duchenne, ce que font les mutations, c'est qu'elles empêchent la production d'une protéine qui a à la fois le N-terminal et à la fois le C-terminal. Parce que c'est vraiment les deux choses clés dans ce gène, c'est d'avoir le N-terminal et d'avoir le C-terminal, et puis d'avoir quelque chose entre. Mais enfin, bon, ce qui est entre, c'est un peu moins important. Alors, comment est-ce qu'on sait ça? C'est qu'il y a une autre forme de maladie qui s'appelle la myopathie de Becker, qui est moins sévère. Alors, il y a des Becker sévères, des Becker moins sévères, mais si vous voulez la définition, par exemple, Duchenne, ils perdent l'ambulation autonome à l'âge de 7 ans. OK? C'est un patient qui a l'âge de Duchenne, à 7 ans, il est en chaise roulante. Un Becker, si c'est un Becker sévère, il peut perdre l'ambulation à l'âge de 15 ans. Mais il y a d'autres Becker qui marchent avec une canne à l'âge de 55 ans. Donc, si vous voulez, Becker, c'est quelque chose où il y a des formes. Et 60% des malades qui ont une myopathie de Becker, ils ont aussi des délétions du gène dystrophine, des délétions d'exons. Alors pourquoi? Il y a des délétions d'exons qui donnent une forme très sévère qui est la myopathie de Duchenne, et d'autres formes de délétions qui donnent une maladie quelquefois beaucoup moins sévère, et quelquefois qui sont même des découvertes de hasard, qui donnent une myopathie de Becker. Et bien ça a été trouvé par Tony Monaco, qui était un de ceux qui avait trouvé le gène chez Lou Kunkel. Et c'est une explication très simple. C'est par exemple si je délète l'exon 33, ou l'exon 33 et 34. J'ai une phase de lecture qui est conservée, parce que vous voyez, il termine à la fin d'un codon, l'exon suivant commence au début du codon suivant. Donc si j'enlève 33 ou 33 et 34, ou 33, 34 et 35, je garde une phase de lecture qui va du N-terminal jusqu'au C-terminal, et j'ai juste délété un petit bout à l'intérieur. Et selon où est-ce que j'ai délété le petit bout, ça peut être quelquefois pas grave du tout, quelquefois relativement grave. Il y a ces régions hinge, c'est probablement un peu plus important, etc. Par contre,
Si j'enlève l'exon 43, vous voyez, l'exon 42, il est comme ça, l'exon 44, il est comme ça. Si j'enlève l'exon 43, j'ai un déphasage du cadre de lecture, ce qui fait que je n'ai plus la région C-terminale. Donc la différence entre les délétions Duchenne et les délétions Becker, c'est que les délétions Duchenne ne permettent pas de conserver la phase de lecture, et donc on a une protéine tronquée auquel il manque l'extrémité C-terminale qui permet l'accrochage à la membrane, donc on n'a absolument rien de fonctionnel. Quand par contre on a une délétion qui enlève des codons, des exons en phase, on a une protéine qui est plus petite que la normale, mais qui a une délétion interne, mais qui garde ces deux régions qui sont capitales pour la fonction, la région N-terminale et la région C-terminale. Et donc l'idée, et notamment qui a été développée par un groupe de chercheurs, excellent groupe de chercheurs à Leiden, autour de Geert-Jan van Ommen, c'est de se dire, quand on a, par exemple, une délétion des exons 48, 49 et 50. Vous voyez, 47 se termine à la fin du codon. Par contre, 51, il y a encore le dernier nucléotide d'un codon. Vous perdez la phase de lecture. Et ça entraîne une myopathie de Duchenne, puisque la dystrophine actin binding domain et le C-terminal domaine dystroglycan, là, au contraire, vous ne faites plus que le bout N-terminal, vous ne pouvez plus faire la fin. Et l'idée qu'il a eue, c'est que pour reconstituer à partir des exons un ARN messager, il y a le mécanisme qu'on appelle l'épissage, qui est un mécanisme complexe, qui a avec l'intervention de petits ARN, l'intervention de complexes protéiques. C'est tout un mécanisme extrêmement complexe. Mais il se dit, si je pouvais bloquer spécifiquement la réaction d'épissage au niveau de l'exon 51 qui reste, qui n'est pas délété, et qui fait que finalement, lors de l'épissage, mon mécanisme d'épissage va faire passer pour la construction du messager de 47 à 52, je récupère la phase de lecture. Donc l'idée, c'est que je vais faire une délétion encore plus grande, non pas au niveau du gène, mais au niveau de l'ARN messager, l'épissage étant ce qui agit après la transcription pour reconstituer à partir des exons un ARN messager correct. Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est, pour qu'il y ait de l'épissage, il faut reconnaître des séquences aux limites de l'exon et quelquefois aussi à l'intérieur de l'exon, des séquences qui stimulent l'épissage. Donc il s'est dit, si je fais un oligonucléotide antisens qui est complémentaire d'une région de cet exon 51, est-ce que ça peut inhiber l'épissage si je l'introduis dans la cellule et rétablir un ARN messager avec une délétion interne, mais qui peut coder pour une protéine qui correspondra à un ARN messager, une protéine qui correspondra à une myopathie de Becker. Donc c'est de transformer une maladie sévère en une maladie peu sévère. Alors, au début, il a testé ça sur des cellules de malades. Alors, il fallait que ça soit des cellules musculaires, et il a ensuite d'ailleurs utilisé une technique tout à fait, parce qu'on n'a pas toujours les cellules musculaires qui se divisent de malades. Donc, il a utilisé une technique qui lui permet de transformer des fibroblastes de patients en myoblastes en mettant un rétrovirus qui apporte un facteur
qui est impliqué dans la myogénèse et qui permet de transformer des fibroblastes en myoblastes. Et ces myoblastes expriment le gène dystrophine, parce qu'autrement, les fibroblastes n'expriment pas. Et donc, avec ça, il a pu commencer à tester son hypothèse. Est-ce que des antisens permettaient de faire ce qu'on appelle le saut d'exon, hein, donc au niveau de l'épissage. Ils ont développé, effectivement, ils ont testé de voir quel type d'oligonucléotides, parce qu'il faut que ces oligonucléotides puissent pénétrer dans la cellule, qu'ils ne soient pas dégradés par les nucléases, etc. Donc au début, dans des systèmes, pendant de longues années, dans des systèmes de culture de cellules, ensuite aussi sur des modèles souris, et il a montré que ça pouvait marcher. Et ici, vous voyez, 2007, un premier essai sur, je ne me rappelle plus combien de malades, 4 patients, 10 à 13 ans. Alors, ce n'est pas un essai clinique pour voir si on les améliore. Hein. C'est un essai clinique pour voir si, quand on injecte ces oligonucléotides dans un muscle et qu'on refait une biopsie de ce muscle après quelque temps, est-ce qu'on peut voir qu'il y a eu de l'expression de la dystrophine chez des patients qui ne faisaient pas du tout de dystrophine ou qui n'avaient pas de dystrophine à la membrane, puisque quand la partie C-terminale manque, la dystrophine est normalement autour du sarcolème, la membrane de la fibre musculaire. S'il n'y a pas cette région C-terminale, il n'y a plus de dystrophine à la membrane, et de toute façon, la dystrophine se casse la figure, il n'y a plus de dystrophine du tout. Et vous voyez ici, donc, 28 jours après, donc il a pris un oligonucléotide, justement, qui doit permettre de sauter cet exon 51. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi cet exon 51 ? C'est parce que, si vous voulez, le gène de la myopathie de Duchenne, il a des régions qui mutent préférentiellement, des exons qui sont délétés préférentiellement. Donc il a vu, selon le pattern, l'épidémiologie des mutations qu'on trouve chez Duchenne, si on pouvait sauter l'exon 51, on pourrait corriger 16% des patients Duchenne, simplement en sautant l'exon 51. Donc ça lui paraissait le plus efficace. Donc vous voyez ici combien on a de dystrophine à la membrane. Donc ça devait être dans des western blots. Bon, enfin, c'est égal. Disons chez un contrôle, une biopsie contrôle, chez un patient avec myopathie de Duchenne, et vous voyez chez les patients traités, les 4, dans le muscle qui a été injecté, ou près du lieu d'injection, on a récupéré entre 20 et 30% d'expression de dystrophine. Et on a des raisons de penser, si vous voulez, que si vous avez 10 à 20% d'expression de dystrophine dans une fibre musculaire, vous savez que les fibres musculaires sont des fibres multinucléées, vous améliorez déjà pas mal les choses. Mais ceci dit, ici, c'est évident que si vous avez juste une région du muscle, c'est le tibial antérieur, non vous n'allez pas avoir un bénéfice clinique. Là, on ne s'attendait pas à avoir un bénéfice clinique. La chose, c'est est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des réactions indésirables? Il n'y avait pas d'action indésirable. Chez les 4 patients, il y a eu effectivement ce qu'on avait prévu, le saut de cet exon 51, et on a récupéré de la dystrophine à la membrane sarcolémale dans 64 à 90% des fibres, et comme je l'ai dit, un niveau d'expression qui est équivalent entre 20 et 30% de l'expression contrôle. Donc, ça avait l'air assez intéressant. Et d'autre part, sous l'égide de l'AFM, il y a eu
une grande étude avec tous les labos diagnostiques de France pour essayer de caractériser exactement les mutations et les délétions dans le gène dystrophine chez les patients français et pour voir un peu, en fonction de la fréquence des mutations, vous voyez par exemple que les délétions entre, je ne sais plus, 46 et ça va être 54 sont les plus fréquentes. Ensuite, vous avez des délétions comme ça. Vous voyez, chaque fois, ça vous dit combien de patients sont délétés entre tel et tel exon. Donc, vous voyez qu'il y a un point très très chaud de délétion aux alentours des exons 45 et 55. Vous avez un point tiède de délétion. Mais ce à quoi ça a servi, c'est de dire qu'en fait, si on pouvait sauter de 45 à 55, c'est-à-dire entre là et là, on pourrait traiter 63% des patients. Alors vous pouvez dire c'est encore pire. On ferait un saut multi-exon entre 45 et 55. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que quand on est délété de 45 à 55, est-ce que c'est grave ? Et donc, grâce aussi à cette étude sur tous les laboratoires diagnostiques français, ils ont trouvé une quinzaine de patients qui sont justement, ont une mutation où les exons 45 à 55 sont délétés. Donc on peut voir ce que ça fait. Et vous voyez qu'en fait, ça fait des Becker très peu sévères. C'est une région de la protéine que vous pouvez enlever sans grand problème. Regardez ici comment a été découvert le patient numéro 4. Par hasard, au cours d'un test sanguin, on lui a mesuré la créatine kinase. On a trouvé qu'il avait des taux élevés de créatine kinase. Mais si c'était un truc de hasard, c'est qu'il ne se plaignait pas de grand-chose. Ici, myalgie, donc des douleurs musculaires à l'âge de 12 ans. Ici, faiblesse à l'âge de 45 ans. Et le type, il a maintenant 55 ans. Donc, vous voyez, soit c'est mild BMD, donc Becker peu sévère, intolérance à l'exercice. Donc, si vous voulez, la conclusion de ça, c'est que si on trouvait un moyen de déléter de 45 à 55, on pourrait corriger, comme dit, voilà, 65% des patients du chêne, parce que c'est là qu'il y a le point chaud de délétion, et en principe, transformer ça en Becker beaucoup moins sévère. Voilà, donc ça c'est les choses. Alors, j'aime toujours aussi montrer non seulement les résultats scientifiques, mais montrer aussi qui fait et qu'est-ce qu'ils ont dans leur pipeline. Et grâce à Internet, évidemment, on a accès au site de ces compagnies. Alors, je vous ai dit que c'est des chercheurs de Leiden qui ont développé cette idée au départ du saut d'exon. Et ils ont créé à Leiden une petite boîte qui s'appelait Prosensa. Et c'est elle qui a commencé à développer cet oligonucléotide anti-sens qui permet de faire le saut d'exon de l'exon 51, donc, comme je l'ai dit, qui pourrait cibler 16% des patients. Et où est-ce qu'ils en sont ? Eh bien, ils ont complété une phase 1-2, et là, maintenant, ils en sont au début de phase 3. Phase 3, c'est vraiment pour voir est-ce qu'il y a une efficacité clinique. Et là, ça ne sera plus par injection dans un muscle, mais ça sera par voie orale. Et là, il y a eu des études sur la souris qui ont montré qu'effectivement, on pouvait avoir une efficacité par voie orale, mais comme dit, la quantité d'oligonucléotides que vous devez produire pour corriger une souris et la quantité d'oligonucléotides que vous devez produire pour corriger les muscles humains, c'est
pas la même chose. Donc, on va attendre, c'est évidemment, cette phase 3. Mais ils ont, dans leur pipeline, pour l'exon 44, pour l'exon 45, pour l'exon 53, 52, donc vous voyez, mais qui sont moins avancés. Mais le gros événement, et je crois que, je dirais, c'est extrêmement encourageant d'une manière générale pour les problèmes des maladies génétiques dites rares, qui étaient des maladies qu'on appelait orphelines. Et orphelines, c'était parce que ça n'intéressait pas l'industrie pharmaceutique. Et il y avait cette espèce de truc, si ça touche moins d'une personne sur 2000, ce n'est pas un marché intéressant. Et les choses changent parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ça devient très difficile de faire des nouveaux médicaments pour des maladies communes, notamment où il y a déjà des médicaments, et que finalement, peut-être qu'une maladie moins fréquente, mais pour lesquelles il n'existe rien, si on arrive à avoir quelque chose, même si ce n'est pas encore miraculeux, on a peut-être plus de chances de le mettre sur le marché. Et donc, GlaxoSmithKline a négocié une licence de co-développement pour le Pro 51 et la suite avec Prosensa. Et c'était quand même un versement initial de 7,5 millions de livres sterling, donc ce qui montre quand même qu'ils y mettent quand même un peu le paquet. Et surtout, donc, ils vont co-développer, c'est-à-dire que c'est GSK qui va piloter cet essai clinique de phase 3, parce que comme vous savez aussi, les essais cliniques de phase 3, c'est quand même très cher, souvent, même si là, comme c'est une maladie rare, il y aura probablement moins de patients. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant parce que ça suggère que, effectivement, il va y avoir la puissance de l'inventivité peut-être des chercheurs, mais la puissance d'une grosse boîte pharmaceutique pour développer ça. Et puis, ça peut prouver aussi qu'ils sont intéressants. Donc, vous voyez, pour cette phase 3, ils commencent à enrôler les patients en 2010. Et ensuite, il y aura le Pro 44. L'autre chose que je trouve qui est très intéressant, c'est Prosensa, c'est qui sont les gens qui ont aidé à ce que Prosensa puisse être créé. Alors, les petites boîtes biotech, les boîtes pharmaceutiques, les petites boîtes pharmaceutiques qui se créent sur un produit, évidemment, il y a les venture capitalistes, ça c'est bien connu. Mais ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est other investors. C'est des associations de parents. Vous avez l'AFM, vous avez Cure Duchenne, Duchenne Parent Project Muscular Dystrophy, Action Benny & Co. Souvent, vous avez des parents autour d'un enfant atteint, alors vous avez le nom de l'enfant, etc. Donc, vous voyez que des associations de parents de malades ont en fait investi dans Prosensa pour aider à initier ces développements. Donc je pense que c'est un modèle assez intéressant, puisque voilà, comme ils disent, Prosensa est supporté par des groupes de venture capitalistes, mais par d'autres organisations, dont des organisations de malades. Alors, juste pour vous dire que, je vais en dire quelques mots, qui s'intéressent aussi maintenant à des thérapeutiques oligonucléotides pour deux autres maladies très, très importantes. La myotonie dystrophique, qui est une maladie musculaire qui est relativement fréquente, qui touche une personne sur 8000, c'est pas tout à fait Duchenne, c'est un garçon sur 3000. Et la myotonie dystrophique, c'est garçons et filles de manière égale et à peu près 1 sur 8000, c'est une maladie sévère. Et puis cette autre maladie neurodégénérative, qui est une maladie absolument catastrophique, qui est la maladie de Huntington.
Et donc, c'est dans le pipeline de Prosensa. Mais là, vous voyez, ça en est encore à la phase préclinique. Ils ne sont pas encore à la phase clinique. Alors, juste pour vous dire que Prosensa n'est pas tout seul. Et notamment, il y a une compétition déjà au niveau de quelle chimie on va utiliser pour ces oligonucléotides. Parce qu'il s'agit évidemment qu'ils soient efficaces, qu'ils puissent rentrer dans la cellule pour y faire leur job. Donc il y a un problème de est-ce que j'allais dire le coût de production aussi, parce qu'il va en falloir beaucoup, parce que le problème de ces oligonucléotides, c'est que leur durée de vie dans la cellule, je ne sais pas si on la connaît, mais c'est presque évident que ça va être une thérapeutique qu'il va falloir, je dirais, ça ne va pas être un médicament qu'on donne une fois comme la thérapie génique, et on se dit, le gène, une fois qu'il est en place, il reste, on est bon au moins pour plusieurs années. Là, ça probablement, ça va être des choses qu'il faudra donner, peut-être, je ne sais pas moi, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc il y a tout un problème de production, de chimie. Il faut aussi que ça ne soit pas des choses qui entraînent des réactions adverses. Donc par exemple, là, une équipe américaine d'Eric Hoffman qui a développé une autre chimie, ce qu'on appelle les oligonucléotides type morpholino, et qui montre là, c'est aussi intéressant parce que c'est dans un modèle de chien, et là, il montre par injection intraveineuse, donc on n'est plus dans l'injection juste d'un muscle, mais par injection intraveineuse, qu'ils arrivent à restaurer dans l'ensemble de la musculature de ce chien jusqu'à des niveaux environ de 25% de niveau d'expression de la dystrophine. Et on sait que dans le muscle dystrophique, il y a une réaction inflammatoire dont on pense qu'elle joue un rôle, je dirais, dans par exemple la fibrose qui s'installe dans ce... Et donc là, si vous voulez, il y a une réduction de la réponse inflammatoire. Et donc, il conclut, donc ce papier qui date de 2009, c'est ça, que c'est première démonstration dans un modèle de grand animal, dans le modèle de chien, d'une expression de la dystrophine qui est dans l'ensemble de la musculature et là aussi suggérant que ça peut être intéressant. Donc ça, c'est l'équipe américaine. Et puis, il y a un papier qui a fait beaucoup de bruit, un papier français de groupe qui était à l'époque au Généton et qui est maintenant à l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière, autour de Louise Garcia, notamment. Et aussi sur le saut d'Exon, mais d'une part, en essayant de faire une construction de l'oligonucléotide un peu particulière et qui, en principe, devrait lui permettre d'être ciblé justement plus directement là où se passe l'épissage. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez ingénieux, où on met la séquence d'un petit ARN qui est un ARN qui se retrouve dans ces complexes d'épissage. Et donc, effectivement, ils ont montré que si on ajoute cette séquence, ça permet de cibler mieux l'oligonucléotide qui, lui, doit inhiber l'épissage pour permettre ce saut d'exon. Voilà. Mais l'autre chose, c'est que dans ce papier, ils n'ont pas utilisé l'oligonucléotide lui-même, ils ont utilisé un vecteur AAV qui code pour cette construction oligonucléotide et les séquences antisens.
Et qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet d'espérer puisque la AV, je vous ai dit, agissait à long terme, d'avoir la production de ces séquences qui permettent le saut d'exon in situ et peut-être à long terme. Et donc là, vous voyez la dystrophine à la membrane chez un contrôle, la dystrophine à la membrane chez la souris mutée. Alors, il se trouve que c'est une souris qui a une mutation naturelle dans l'exon 23. Donc là, ce qu'ils font, c'est le saut de l'exon 23. Donc vous voyez, à part ce qu'on appelle de temps en temps des fibres revertantes, où il y a probablement du saut d'exon qui s'est produit de manière naturelle, mais vous voyez, par contre, la souris corrigée par cette AAV qui exprime cette construction à la fois où vous avez des séquences qui doivent permettre le saut d'exon qui sont antisens par rapport aux régions nécessaires pour l'épissage, vous voyez que vous reconstituez une structure de dystrophine à la membrane qui est très impressionnante. Alors, le papier de 2004, et on pourrait se dire, donc là, je crois qu'ils ont fait aussi des études sur le chien. Le problème, je pense que pour avoir une autorisation pour faire ceci chez l'homme, c'était encore plus difficile, puisque c'est de la thérapie génique, que pour les oligonucléotides. Donc, disons, du point de vue des essais cliniques, il n'y a pas encore eu d'essais cliniques là-dessus. Et je crois aussi qu'il y avait cette histoire de est-ce qu'il n'y aurait pas une réaction immunologique, et que s'il y a une réaction immunologique, si ça ne marche qu'un an, après, on ne pourra plus faire de... Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ce qui paraissait extrêmement, je dirais, prometteur, mais qui est de 2004, n'est pas encore passé à la clinique, mais je sais qu'ils ont quand même l'intention de passer à la clinique, mais ça prend plus de temps. Alors, il y a juste... Vous vous rappelez que dans mon premier cours, je vous avais dit que quand on a quelque chose dont on se dit que ça va marcher, on trouve toujours qu'il peut y avoir des problèmes. Et notamment, une des premières choses dont je vous avais parlé, c'est ce cas classique du traitement de l'hémophilie A par le facteur 8 de coagulation. Et où je vous l'ai dit, un des problèmes de ce traitement, c'est qu'en fait, ces gens, ils sont hémophiles parce qu'ils n'ont pas de facteur 8 de coagulation, ou beaucoup, ils n'ont rien du tout. Et donc, quand vous leur apportez ce facteur 8 de coagulation, l'organisme, le système immunitaire reconnaît ça comme une protéine étrangère et commence à monter une réaction immunitaire contre ça. Et qu'il y a, je crois, 20 ou 30% de patients qui développent des anticorps anti-facteur 8 et que ça pose des problèmes, ça rend le traitement plus difficile. Eh bien là, ils viennent effectivement de montrer que, en fait, déjà, chez les patients qui ont une myopathie de Duchenne, on s'est aperçu que de manière, comme ils disent, inattendue, il y a déjà des anticorps contre la dystrophine, même avant, je dirais, la thérapie génique, et que ces anticorps peuvent jouer un rôle dans la réaction inflammatoire. Et leur interprétation, c'est que, je vous avais dit que de temps en temps, il y a ces fibres révertantes qui font que, alors que le gène en principe ne devrait pas permettre la production de dystrophine, probablement soit parce qu'il y a une réversion locale de la mutation, ou soit parce que le système d'épissage s'est adapté juste dans une fibre et permettant la production d'une dystrophine en faisant du saut d'exon là, qu'en fait, cette production à bas bruit chez le patient, comme elle survient
pas tout de suite après la naissance, mais tardivement, fait que vous commencez à avoir déjà des anticorps antidystrophine apparemment chez certains patients. Et donc ils disent que ça pourrait compliquer les choses pour la thérapie et d'ailleurs jouer aussi un rôle dans l'inflammation musculaire. Donc voilà, c'était le titre de cet article. C'est que Cautionary Tale, un conte à prendre avec voilà, avec caution, oui, enfin, bon, c'est pas qui risque de compliquer les choses. Et je vais à ce moment-là juste terminer alors sur les ah oui, bon, je vois que il y a toute une série de maladies dont j'avais parlé il y a 3 ou 4 ans qui sont dues à la présence de répétitions trinucléotidiques qui se sont allongées et qui peuvent donner soit lieu à l'expression d'ARN anormaux, et qui sont des ARN toxiques, c'est l'exemple de la myotonie dystrophique, parce que le gène a cette expansion de répétition. Si c'est dans la région qui est présente dans l'ARN messager, cette expansion anormale est présente dans l'ARN messager. C'est le cas de la myotonie dystrophique, et cet ARN messager devient toxique. C'est ce qu'on appelle une pathologie par toxicité d'ARN messager. Ou si cette expansion, ce qui est le cas de la maladie de Huntington, se trouve dans la séquence codante, l'expansion va donner une expansion d'une séquence d'acides aminés polyglutamine, qui elle-même va donner une protéine toxique. Donc, la myotonie dystrophique, c'est un ARN messager toxique. La maladie de Huntington, c'est une protéine toxique. Tout ça parce que dans le gène et exprimé au niveau de l'ARN messager, vous avez ces expansions de CAG. Et là, il y a eu un premier papier en 2009 pour la myotonie dystrophique qui montrait, d'abord sur des cellules, mais même dans un modèle souris, que si vous mettiez tout simplement un oligonucléotide antisens contre cette expansion nucléotidique, dans le cas de la myotonie dystrophique, c'est une expansion d'un motif CTG, donc l'antisens c'est CAG. Un oligonucléotide CAG cette fois, eh bien, améliore le phénotype à la fois cellulaire et même au niveau du muscle de la souris. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais normalise effectivement dans le muscle injecté les choses. Et donc, comme ils disent dans ce papier, qui est paru dans PNAS en 2009, proof of principle, donc c'est une preuve du principe que ça pourrait marcher d'avoir simplement des oligonucléotides qui correspondent à ces séquences de ces répétitions donc, trinucléotidiques. Et il suggère que ça pourrait peut-être marcher aussi pour d'autres maladies liées à des expansions. Donc là, c'est de nouveau le groupe de Luis Garcia qui a montré, de nouveau avec ce système U7 snRNA, mais cette fois-ci aussi avec un antisens DMPK, que là aussi, ils ont des effets tout à fait spectaculaires, mais pour le moment, on n'est pas encore à corriger l'organisme entier. Et un dernier papier qui suggère que aussi ce type de choses pourrait être utile pour la maladie de Huntington. Là aussi, donc, c'est encore très tôt, mais vous voyez ici aussi que cet article
est écrit par une petite boîte pharmaceutique, Alnylam Pharmaceutical. Les associations américaines qui soutiennent la recherche sur la maladie de Huntington sont très enthousiasmées par ce genre de perspective. Donc là aussi, ça ne marchera peut-être pas, ou si ça marche, ça mettra peut-être beaucoup de temps, mais enfin, je dois dire que c'est en tout cas une voie nouvelle. Et puis, ce qui se passe toujours dans ce genre de choses, c'est que si des thérapeutiques oligonucléotides peuvent commencer à marcher sur une maladie, ça rendra les choses plus faciles pour le développement, ne serait-ce que pour les autorisations d'essais cliniques, etc. Parce que on va se dire, bon, il y a quand même déjà des exemples qui montrent qu'en tout cas, ce n'est pas toxique, etc. Donc, je crois que je n'ai pas dit tout ce que je voulais vous raconter. J'avais encore pas mal de choses. Je ne sais pas, parce qu'éventuellement, je pourrais faire un cours ou deux. Je vais peut-être voir avec le Collège de France s'il y a moyen de faire un cours ou deux complémentaires. À ce moment-là, si éventuellement ça vous intéresse, c'est de regarder sur le site du collège si effectivement ce cours est prévu. Mais là, pour le moment, je sais qu'il faut que je discute avec eux, parce que c'est vrai que j'avais prévu de raconter encore quelques autres choses, et comme je suis un incurable bavard, j'ai pris plus de temps. Voilà, donc si, en tout cas, on va se dire que c'est peut-être le dernier cours. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour des questions, on peut discuter de manière informelle ici ou dehors. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre intérêt pour ce cours. Voilà.